Bonjour à tous. Nous allons donc ouvrir cette séance de conseil municipal. Je suis heureux de vous retrouver. J'accueille en particulier David Blancard qui nous rejoint après la démission de Madame Eva Desmaîtres. Bienvenue dans ce conseil municipal que vous connaissiez déjà. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il est de tradition ici que ce soit le plus jeune d'entre nous qui soit secrétaire et qu'il soit aidé dans ses fonctions par Monsieur Van den Busch, notre DGS, en qualité de secrétaire administratif. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient sur cette désignation? Bien, et donc, Monsieur Vasseur, je vous passe la parole pour l'appel. Non, si ça marche. Bonsoir. Nicolas Bouche. Pierre Bertin. Héloïse Gerbert. Antoine Pirot donne pouvoir à Pierre Bertin. Barbara Leroy-Ledbert. Kassem Lemthierry. Sabine de Wass. Nicolas Burlion. Pascal Lucot. Fouad Laoutide. Julie Xavier. Emmanuel Magdelaine. Chantal Cousin. Thomas Hubert. David Blancard. Martine Cacheux. Yassir Moukrim donne pouvoir à David Blancard, Céline Doutrio à Chantal Cousin et Anne Ramon à Sabine de Waas, Christine Nisol, Quentin Vasseur présent, Claire Pilat, présente, Guillaume Lequieffre, Bertin Lambray, Présent. Xavier Deric, Présent. Laurence Van Lemans donne pouvoir à Martine Cacheux, Laurent Frappard, Nathalie Farbos, François Quinger, Patrick Leozewski, Valérie Dolillon, Franck Jiménez est absent et donne pouvoir à Laurent Frappard, François Schmitt, Julien Boisse, contre Rankens. Merci. Merci. Pas beaucoup de communication, il n'y en a qu'une, et c'est Mme Gerbert qui va l'assurer au sujet des commissions extra-municipales. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on va parler des commissions extra-municipales, puisque lors de ce conseil municipal, on va procéder aux désignations de chacun et chacune sur les différentes commissions. Et vous remarquerez qu'il y avait eu des commissions extra-municipales qui avaient été mises en place. L'idée, c'était vraiment de pouvoir les ouvrir à d'autres membres du conseil municipal pour échanger sur certains sujets. Donc, il y avait le sujet de pouvoir l'ouvrir à des usagers pour pouvoir aussi les raccrocher à des choses plus concrètes. C'était aussi de faire appel à des experts et de pouvoir du coup favoriser le dialogue entre les élus et tous ces publics-là sur des thématiques particulières. On en avait 3: le logement, le handicap et la démocratie participative. C'est pas que c'est, il y a rien eu dans ce premier conseil municipal, enfin le deuxième, sur ces commissions. C'est pas qu'elles sont supprimées ni abandonnées, c'est qu'on a trouvé important de pouvoir prendre le temps de se poser et sur leur fonctionnement et sur leur thématique, pourquoi pas en faire d'autres. Et donc du coup, on reviendra avec ces commissions extra-municipales lors du prochain conseil de juin pour qu'elles soient opérationnelles au mois de septembre. Merci. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance du 27 mars dernier, séance d'installation. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Donc nous soumettons ce PV au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Vous avez aussi reçu le tableau des décisions qui ont été prises depuis le conseil municipal de décembre ou de janvier, ainsi que des marchés qui ont été passés. Est-ce qu'il y a des questions sur telle ou telle décision, sur tel ou tel marché? Non. Donc nous prenons acte que ces décisions ont été présentées à l'ensemble du conseil municipal. Et nous arrivons à une délibération qui, je ne vous le cache pas, s'est apparentée pour les services et pour moi au concours d'entrée de Polytechnique.
La fixation des indemnités de fonction des élus. Alors en 2020, ça avait été assez simple. Alors c'est quand même simple. Il faut suivre la règle, mais globalement, ça avait été assez simple. Et là, la préfecture nous a expliqué que ça avait changé. Et donc, il a fallu refaire des calculs bien complexes qui font que la détermination des montants des indemnités nous a été confirmée ce matin par la préfecture. Et donc, vous l'avez reçu dès qu'on a eu confirmation. Bon. En clair, puisque les choses se sont complexifiées, l'ensemble des indemnités est calculé en fonction de l'indice brut terminal de la fonction publique, avec un pourcentage qui est calculé en fonction du maire, du nombre d'adjoints, de la commune, de la taille de la commune, et aussi du fait que la commune touche ou pas la DSU. En 2025, l'ensemble des indemnités s'élevait à 655% de l'indice brut terminal de la fonction publique. En 2026, pour des raisons que j'ignore, on est passé à 520%. Et en 2027, comme nous n'avons plus la DSU depuis plus de 3 ans, ces indemnités diminueront encore. Pour que ça soit compréhensible par tout le monde, je vais donner les montants bruts de ce que les uns et les autres percevaient, le montant brut de ce qu'ils vont percevoir si cette délibération est adoptée en 2026 et ce qu'ils vont percevoir en 2027. Le maire percevait 3 948 € bruts par mois. En 2026, à partir de maintenant, il passe de 3 948 à 3 137 et en 2027 à 3 025. Les adjoints percevaient 1 067 € par mois. À partir de maintenant, ils toucheront 916 € et en 2027, 804 €. Les conseillers municipaux délégués touchaient 558 € par mois. Dorénavant, c'est 545, puis 433 l'année prochaine. Les conseillers municipaux touchaient 106 € et ils toucheront dorénavant 78,51 € et ça restera 78,51 € en 2027. Voilà. Bon. Donc, clairement, on a une enveloppe globale. Elle est passée de 655 € elle passera à 483 €. Pardon, 655% en 2025, elle passera à 483% en 2027, soit une diminution de 24% du global, ce qui implique que dans cette enveloppe globale, eh bien, on distribue aux maires, aux adjoints, conseillers municipaux délégués, aux conseillers municipaux. Voilà, si je n'ai pas été assez clair. Enfin, je n'ai pas été clair parce que de toute façon, le truc est compliqué. Donc, mais vous avez l'explication dans la délibération. Donc, si vous voulez préparer Polytechnique, eh bien, travaillez sur cet exercice. Y a-t-il des questions, des interventions sur ce sujet de nos indemnités? Monsieur Guns. Ça représente un budget annuel total de combien? Ça représentait un budget annuel de 24 x 12, un petit 300 000 €. Et donc là, on retire 24%, donc ça fera 225, autour de ça. Oui, alors sans les charges, c'est-à-dire brut, sans les charges patronales. C'est du brut, comme quand vous négociez pour arriver dans une entreprise, ils vous donnent votre salaire brut, mais après, il faut que vous retiriez vos charges personnelles. Mais pour l'entreprise, les charges salariées, mais pour l'entreprise, ça coûte plus que ce qu'ils vous proposent dans l'entretien. Concrètement, en brut, ça coûte combien par an?
Ça coûtera ou ça coûtait? Ça a coûté 340 jusqu'à présent. Donc là-dessus, on retirait 24%. « 340 000. Hein. Y a-t-il d'autres questions? D'autres demandes d'intervention? Bien, donc je mets cette délibération sur la fixation et la majoration. Oui, parce qu'on a une majoration, parce qu'on est chef-lieu de canton, donc il y a plus 15%. Ça, c'est la loi. Donc sur cette délibération, je la soumets au vote. Qui vote contre? Monsieur Gunz. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la création des commissions municipales. Nous proposons 5 commissions qui sont intitulées moyens généraux, aménagement, liens sociaux et intergénérationnels, transition écologique, mobilité, espace public, culture, sport, information numérique. Donc ça sont les gros titres. Vous avez tout ce qu'elle regroupe dans la délibération qui vous a été remise et dans ce qui passe là sur la slide. Est-ce qu'il y a des questions sur ces commissions municipales? On les avait lors du mandat précédent, elles existaient lors des mandats précédents. On a un peu modifié, mais bon, à la marge. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité que sont créées ces commissions. Et nous passons à l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc ce règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement. Il s'appuie sur le Code général des collectivités territoriales. On ne fait pas ce qu'on veut. Et vous en avez eu copie dans la délibération. Y a-t-il des questions? Alors, il y a eu une proposition d'amendement par M. Schmitt, mais peut-être y a-t-il d'autres questions avant que nous discutions l'amendement? Ou d'autres amendements dont je n'ai pas connaissance et que vous voudriez présenter en séance. Monsieur Schmitt, si vous voulez prendre la parole pour défendre votre amendement. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, l'amendement que notre groupe vous propose d'adopter vise à modifier notre règlement intérieur afin d'introduire une faculté de vote groupé pour certaines délibérations ne donnant pas lieu à débat particulier, dans des conditions strictement encadrées. Cette évolution s'inscrit dans le cadre fixé par le Code général des collectivités territoriales, qui reconnaît au règlement intérieur la possibilité de préciser les modalités d'organisation des séances du conseil municipal, sous réserve du droit de chacun. L'objectif poursuivi est double. D'une part, il s'agit d'améliorer la lisibilité et l'efficacité de nos séances en distinguant plus clairement les délibérations à caractère technique ou consensuel et les délibérations qui appellent un débat plus approfondi. D'autre part, cette évolution vise à renforcer la qualité du débat public local en permettant de consacrer davantage de temps aux sujets structurants pour notre commune. Cet objectif doit également être mis en perspective avec un enjeu plus large, celui de l'intérêt des citoyens pour l'action publique locale. Le scrutin municipal du 22 mars dernier a en effet été marqué par une progression de l'abstention plus élevée à l'Anvers-Sarc qu'au niveau national, et ce constat invite collectivement à veiller à la clarté, à l'accessibilité et à la pertinence de nos débats. Dans ce contexte, une organisation plus lisible de nos travaux peut contribuer à rendre nos décisions plus compréhensibles et plus suivies par les habitants, en mettant en valeur les délibérations qui appellent un échange réel. Je rappelle que le dispositif proposé ici est strictement encadré. Le maire propose une liste de délibérations susceptibles d'être votées groupées. Tout conseiller municipal peut à tout moment demander le retrait d'une délibération de cette liste sans avoir à motiver sa demande. Un seul avis dans ce sens suffit. Chaque délibération ainsi retirée fait immédiatement l'objet d'un examen complet avec présentation, débat et vote distincts.
Il en résulte que le droit à l'information, le droit d'expression et le droit d'amendement des conseillers municipaux demeurent pleinement garantis, conformément au Code général des collectivités territoriales. Ainsi, cette modification ne modifie ni la nature des décisions prises, ni les garanties démocratiques attachées à leur adoption. Elle en adapte uniquement les modalités d'examen dans un souci d'une meilleure organisation. Et c'est pourquoi je vous propose d'adopter cette modification du règlement intérieur comme une contribution au bénéfice de la démocratie locale. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cet amendement? Donc, vote groupé, des délibérations qui ne posent pas de problème, si j'ai bien compris. Et bon, alors, ce que vous proposez là est extrêmement séduisant. Tout le monde se dit, super, nos conseils municipaux vont durer 3 quarts d'heure et tout le monde sera content. Ce que vous proposez là, c'est ce qui se fait à l'AMEL. À l'AMEL, il y a 400, 500 délibérations et seules les délibérations signalées, finalement, sont soumises à débat et à vote individualisé. Mais bien que ce soit séduisant pour nous, je crains que ça empêche ceux qui s'intéressent à la vie locale d'avoir connaissance de finalement toutes les délibérations qui sont soumises à notre Assemblée. Et le fait de s'astreindre à présenter chacune des délibérations nous oblige, vous oblige chacun à les travailler. Le fait qu'elles soient exposées permet à chaque citoyen, ceux qui sont ici dans le public, merci à eux, ou ceux qui nous regardent par Facebook ou je ne sais quoi interposé, permet d'avoir connaissance finalement de ce qui s'y passe. Alors, il peut arriver que si tout le conseil est d'accord, quand il y a une série de délibérations qui concernent le même sujet, et je pense par exemple aux délibérations de M. Lemthiri sur l'épargne qu'on renouvelle tous les 3 ou 6 mois, je sollicite du conseil municipal la possibilité qu'il les présente en une fois plutôt que répéter 3 fois la même chose. Et, bon. Mais si le conseil municipal le refusait, on ne le ferait pas. Mais là, je crains qu'en acceptant votre amendement, on verse dans la facilité et qu'on ne présente pas tout. Donc, en ce qui me concerne, je n'y suis pas favorable. Sur cet amendement, il y a liberté de vote. Je ne vous cache pas que dans notre équipe, certains le soutenaient, hein. Mais la majorité a suivi le raisonnement que je viens de porter. Donc on va le mettre au vote avec une liberté de vote. Si plus personne ne veut intervenir sur cet amendement. Allez-y, allez-y. Permet juste d'apporter une petite précision. Finalement, ça ne fait qu'encadrer dans le règlement intérieur ce qui se pratique déjà dans le conseil municipal. On est d'accord. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Ça permet simplement de s'appuyer sur une disposition réglementaire pour justement encourager, quand cela est jugé nécessaire, et quand vous l'avez jugé plusieurs fois nécessaire, de voter de façon groupée. Oui, j'ai bien compris la chose, mais je connais la nature humaine et je sais que la nature humaine, par nature, est paresseuse. Et donc, je crains que vous ouvriez une porte dans laquelle nous allons nous engouffrer. Et finalement, comme ce soir, sur les 35 délibérations, nous débattrons de délibérations sans que les autres soient portés à la connaissance du public. Donc, c'est ça ma crainte. Mais bon, je dis, je comprends la philosophie, mais je crains qu'elle soit dévoyée. C'est ça ma crainte. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas, en ce qui me concerne, suivre votre amendement. Bien, donc pour l'amendement déposé par le groupe de M. Schmitt, M. Boisse, qui vote contre cet amendement? Qui s'abstient? Qui vote pour cet amendement? Bien, donc votre amendement est
rejeté. Et donc, je propose donc que nous votions maintenant le règlement intérieur tel qu'il vous a été présenté dans la délibération. Pas de demande de prise de parole, non. Donc, qui vote contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante concerne le statut des élus municipaux et leur droit à la formation. Donc ce droit, bien sûr, il est inaliénable. Il faut que nous votions dans notre budget un budget pour ces dépenses de formation. Ces dépenses de formation, le budget pour ces dépenses de formation ne peut pas être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction. Ne peut pas non plus excéder 20% du montant total des indemnités de fonction. Donc, je vous propose que pour ce mandat, nous fixions le montant de l'enveloppe de formation à 10 000 euros par an, soit un budget de 268 euros par an par élu. À titre d'information, lors du mandat précédent, sur l'ensemble du mandat, 2 250 euros ont été dépensés au titre de la formation. S'il s'avérait que le budget de 10 000 euros était insuffisant, si tout le monde voulait se former cette année, et je vous encourage à suivre des formations, nous pourrions tout à fait revenir en conseil municipal pour augmenter ce budget sans dépasser 20% du montant total des indemnités. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette délibération? Monsieur Frappard. C'est juste pour ma compréhension. Ça veut dire que le budget de 10 000 euros, enfin, si un des colistiers trouve une formation à 2 000 euros, il prend dans cette enveloppe ou il est limité à 200 et quelques euros par an? Non. Si vous trouvez une formation à 10 000 euros, vous pouvez la solliciter. Bon, après, il faudra quand même justifier un peu le truc. Hein. Une formation aux Caraïbes, il faut expliquer. D'accord. Mais non. Tant que le budget n'est pas dépassé dans ce qui a été décidé par le conseil municipal, bien, on peut y prétendre. Et si un conseiller, un élu demandait une autre formation, bien, il faudrait augmenter le budget. Oui. Donc, monsieur Van Den Busch me rappelle, à juste titre, qu'il va proposer 3 samedis matins de formation gratuite, qui ne coûte pas à la mairie, donc auquel ces 3 matinées, chacun sera invité. Donc vous serez invité, il y aura un ordre du jour. C'est ce qui s'était fait lors du mandat précédent et ça avait été extrêmement intéressant. Donc, je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. Maintenant, nous désignons les élus qui participeront aux 5 commissions municipales que nous venons de déterminer. Alors, tous les élus peuvent participer à toutes les commissions municipales. Tous les élus peuvent y assister. Tous les élus y sont conviés. Tous les élus reçoivent le compte-rendu de ces commissions. Mais la loi impose que des élus soient choisis par le conseil municipal, que tous les groupes y soient représentés. Et s'il y avait dans ces commissions un vote à effectuer, bien, ce sont les élus désignés qui voteraient. Les élus qui y assistent par intérêt personnel, par curiosité, mais qui ne sont pas repris dans la liste que vous avez là sous les yeux et que vous avez reçue, bien, cela ne participe pas au vote. Il s'agit ici d'un vote nominatif. La loi, lorsqu'il s'agit des votes nominatifs, stipule qu'il doit se faire à bulletin secret, sauf si l'ensemble des conseils municipaux donnent leur accord pour qu'il puisse ce vote s'effectuer à main levée.
Donc, l'un d'entre nous s'oppose-t-il au fait que nous votions à main levée? Non, je vous remercie. Ça va nous faire gagner, là, pour le coup, 3 heures par rapport à un vote à bulletin secret. Donc, pour la commission, donc chaque commission municipale sera représentée, enfin, 11 élus participeront à chaque commission municipale. Pour la commission moyens généraux, nous proposons Kassem Lemtiri, Barbara Leroy-Ledbeur, Claire Pila, Pascal Lucot, Bertin Lambray, Héloïse Gerbert, Manuel Magdelaine, Franck Jiménez, Laurent Frappard, François Schmitt, Gontran Gunz. Pour l'aménagement, Héloïse Gerbert, Pierre Bertin, Bertin Lambray, Nicolas Burlion, Fouad Laoutide, Anne Ramon, Guillaume Lequieffre, Nathalie Farbos, Franck Jiménez, François Schmitt, Gontran Gunz. Pour les liens sociaux et intergénérationnels, David Blancard, Héloïse Gerbert, Pierre Bertin, Sabine Dewasse, Anne Ramon, Martine Cacheux, Julie Xavier, Valérie Dolignon, François Quinger, Julien Boisse, Gontran Gunz. Pour transition écologique, mobilité, espace public, Antoine Pierrot, Quentin Vasseur, Fouad Laoutide, Xavier Deric, Emmanuel Magdelaine, Guillaume Lequieffre, Sabine Dewasse, Patrick Leozewski, Nathalie Farbos, François Schmitt, Gontran Gunz. Et enfin, culture, sport, information numérique, Pascal Lucot, Chantal Cousin, Thomas Hubert, Céline Doutrio, Claire Pila, Emmanuel Magdelaine, Bertin Lambray, Patrick Leozewski, Valérie Dolignon, Julien Boisse, Gontran Gunz. Les commissions, lorsqu'elles se réuniront, éliront un président. Pour ce qui concerne la commission moyens généraux, le président sera issu d'un groupe d'opposition. Y a-t-il des questions, des demandes de précision ou alors des erreurs dans les noms qui ont été énoncés? Mais normalement, c'est ce que vous avez communiqué au service. Donc, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Donc, je mets au vote la désignation des membres pour ces 5 commissions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité, mesdames et messieurs, que vous êtes élus pour participer à ces commissions. Mais je rappelle, chacun peut y assister. Nous allons passer au CCAS. Nous devons déterminer un nombre de membres du conseil d'administration. Donc, je vous propose de fixer à 16 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, dont 8 membres élus par le conseil municipal. Y a-t-il des questions? Donc, pour fixer à 16 ce nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et maintenant, donc, nous avons 8 représentants à désigner pour nous représenter au sein de ce conseil d'administration. Nous proposons que Pierre Bertin, Sabine Dewasse, Anne Ramon, Christine Nisol, Martine Cacheux, Laurence Van Lemans, Franck Jiménez, Julien Boisse nous représentent. Y a-t-il un élu qui s'oppose au fait que nous votions à main levée? Bien, donc pour cette désignation, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci à ceux qui vont nous représenter. Nous passons ensuite à la désignation des représentants de notre conseil au sein du CST, Comité social territorial, et du comité de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc, nous proposons que nous représente, donc il faut 4 titulaires, 4 suppléants. En tant que titulaire, Héloïse Gerbert, Pierre Bertin, Barbara Leroy-Ledbeur, Martine Cacheux. En tant que suppléant, David Blancard, Kassem Lemtiri, Xavier Deric, Fouad Laoutide. Ces membres seront à la fois nos représentants au CST et à la formation spécialisée. Y a-t-il des questions, des demandes de précision, des interrogations? Je soumets donc cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Encore une fois, merci.
Nous passons maintenant à nos représentants, à la désignation de nos représentants au sein de la commission d'appel d'offres, de la commission de délégation de services publics et du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Donc, nous proposons, donc là, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. En tant que titulaire, Fouad Laoutit, Kassem Lemtiri, Héloïse Gerbert, Barbara Leroy-Ledber, Franck Jiménez. En tant que suppléant, David Blancard, Anne Ramon, Yassir Mokrim, Christine Nisol, François Quinger. Et en mon absence, Pierre Bertin me représentera. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Ensuite, la Commission communale des infos directes, la CCID. Bon, là, ça va être un peu plus long. Donc, la CCID, c'est un rôle consultatif pour évaluer un petit peu la valeur cadastrale. Ah, M. Jiménez, bonjour. Bienvenue. C'est aussi son rôle est d'informer l'administration fiscale de changements dans les locaux dont cette dernière n'aurait pas été informée. Nous devons fournir 16 noms de titulaires, 16 noms de suppléants et la direction des impôts choisira parmi ces 32 noms, 16 noms. Je ne sais pas comment ils choisissent, mais bon. Donc, j'ai fait un appel auprès de chacun des responsables de groupe pour trouver 32 noms. Donc, j'ai 16 noms pour les titulaires, et j'ai 11 noms pour les suppléants. Il en manque 5. Donc, nous ne sortons pas de cette salle tant que 5 d'entre nous ne se sont pas désignés pour être suppléants. Ou alors vous donnez le nom de quelqu'un, mais après vous assumerez auprès de ce quelqu'un. Donc, nous proposons Monsieur Lambray, Madame Xavier, Monsieur Pierrot, Monsieur Magdelaine, Madame Cacheux, Madame Dewaas, Madame Ramon, Monsieur Burlion, Madame Potier, Monsieur Schmitt, Monsieur Boisse, Madame Leozewski, Monsieur Kint, Monsieur Mingal, Monsieur Chanu, Monsieur Pira, pour les 16 commissaires titulaires. Pour les suppléants, Madame Cousin, Monsieur Deric, Monsieur Lokiev, Monsieur Bertin, Monsieur Vasseur, Monsieur Laoutine, Madame Pila, Madame Van Lemans, Monsieur Guns, Monsieur Farbos, Monsieur Corbert, et il m'en manque 5. Alors, Monsieur Schmitt m'a envoyé une liste. Donc, je vais demander si dans l'Assemblée, l'un ou l'autre se proposait. Et Madame Farbos? Merci. Nom de la ville. Il manque 4. Monsieur Lozewski. Alors, je ne sais pas si... Enfin, j'imagine que Madame Lozewski, c'est votre épouse? Donc après, je ne sais pas si on peut mettre... Non, ça m'arrange que vous proposiez. Donc on va vous mettre, et si jamais c'était... Mais je ne vois pas pourquoi ce serait interdit. On reviendrait vers vous et on se débrouillera avec les impôts. Monsieur Frappard, je vous ai vu lever la main. Bon, voilà. Madame Dolignon. Donc, du coup, là, il manque plus que un. Monsieur Schmitt. Oh, on va laisser Monsieur Schmitt en proposer un. Allez-y, dans votre liste, là, qui est-ce que vous proposez? Madame Borel. C'est bon, vous avez pu prendre note des noms? On recommence? Qui vous manque-t-il? Ah là, bon, je recommence et puis vous m'aiderez pour les... Donc, pour les titulaires, Monsieur Lambray, Madame Xavier, Monsieur Pierrot, Monsieur Magdelaine, Madame Cacheux, Madame Dewaas, Madame Ramon, Monsieur Burlion, Madame Potier, Monsieur Schmitt,
Monsieur Boisse, Madame Leozewski, Monsieur Kint, Monsieur Mingal, Monsieur Chanu, Monsieur Pira. Donc là, normalement, on est à 16. Chez les suppléants, Madame Cousin, Monsieur Deric, Monsieur Lequieffre, Monsieur Bertin, Monsieur Vasseur, Monsieur Laoutide, Madame Pila, Madame Borlémans, Monsieur Guns, Monsieur Farbos, Madame Farbos, c'est votre fils, c'est ça, hein. Monsieur Corbert, et donc j'y ajoute Madame Dolignon, Monsieur Lewezewski, Monsieur Quinger, Monsieur Frappard, et Madame dont le nom m'échappe à l'instant et j'en suis désolé, donc Monsieur Schmitt va me le rappeler. Madame Borel, voilà. Merci à vous. Donc là, on est à 16 aussi, normalement. Et Monsieur Lemthiri sera président de cette commission. Je soumets cette délibération au vote avec donc les 32 noms que je viens d'énoncer. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que vous êtes élus pour aller revoir les bases de nos habitations. Ensuite, nous parlons de CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc le CISPD regroupe un certain nombre de villes et des représentants, bien sûr, de nos communes, des représentants du préfet, du procureur de la République, de la police aussi, et de professions confrontées aux manifestations de délinquance, les services sociaux, les associations qui œuvrent dans le domaine de la prévention et de la sécurité. C'est une réunion par an. Dans la délibération qui vous a été remise, il est stipulé qu'il y a 4 communes concernées, la Madeleine, Saint-André, Lomprey et Lambersart. Mais on ajoute depuis 1 an ou 2 Marquette et Vambrochy, qui n'avaient pas de CISPD, et le préfet leur a demandé d'en avoir un. Donc du coup, ils ont demandé s'ils pouvaient venir avec nous. Et nous avons accepté. Je vous propose qu'en termes de titulaire, nous demandions à Monsieur Deric, Madame Gerbert, Monsieur Maucrim de nous représenter. En tant que suppléant, Madame Xavier, Madame Cacheux et Monsieur Leozewski. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette désignation de représentants au sein du CISPD? Donc je la soumets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Puis désignation de nos représentants au sein du fonds de dotation Lambersart Transition Mécénat. Donc vous savez qu'au cours du mandat précédent, on a lancé le mécénat, qu'il y a différents collèges, 4 entrepreneurs, il y avait le collège des élus et 4 entrepreneurs, donc 4 élus, 4 entrepreneurs, le collège des mécènes, qui comprend 4 membres, et les personnalités qualifiées, 4 membres. Donc il faut que nous désignions 4 d'entre nous pour nous représenter. Nous proposons Monsieur Lemthiri, Monsieur Lambray, Monsieur Schmitt et Monsieur Jiménez. Y a-t-il des questions, des interrogations? Je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Monsieur Schmitt changera de collège. Puisqu'il était en personnalité qualifiée, il devient élu. La Fourrière. La Fourrière. Donc, nous avons mis en place depuis 1981. Donc, ça fait longtemps. Enfin, c'est pas Monsieur Lequieffre depuis 1981, mais Lambersart s'est associé pour créer un syndicat intercommunal pour la création, la gestion
d'une fourrière pour les animaux errants. Il est nécessaire que nous procédions à la désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant de notre conseil municipal au sein de ce syndicat intercommunal. Nous proposons que M. Lequieffre, qui manifeste un enthousiasme démesuré, là, nous représente. Et en cas d'absence, ce sera M. Deric qui le suppléera. Y a-t-il des questions? Je soumets donc cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Sur le Lequieffre, l'unanimité. Vous pouvez faire la fête ce soir. Nos délégués au sein du syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais numérique. Alors, Nord-Pas-de-Calais numérique, ça c'est l'éducation nationale et c'est l'ENT, l'espace numérique de travail. Au cours du mandat précédent, ils avaient lancé un super truc, ça ne nous coûtait rien du tout, et puis au bout de 2 ans, ils ont décidé que c'était les communes qui allaient le financer, donc on était heureux. Comme il faut que nous procédions à la désignation d'un délégué de notre conseil municipal au sein de ce syndicat, comité syndical Nord-Pas-de-Calais numérique, et que ça concerne les écoles, nous proposons que M. Blancard nous représente. Y a-t-il des questions? Passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? M. Blancard, la fête aussi ce soir. Le GIP, groupement d'intérêt public Lambersart Énergie 2020. Donc ça, c'est le réseau de chaleur auquel nous sommes associés, dans lequel nous sommes associés. Il faut que nous désignions 3 titulaires, 3 suppléants. Nous proposons Monsieur Pierrot, Monsieur Laoutide, Madame Xavier en tant que titulaire, Monsieur Burlion, Monsieur Blancard, Monsieur Lambray en tant que suppléant. Y a-t-il des questions, des interrogations? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Alors, le Conseil des droits et devoirs pour la famille. Donc, ce CDDF a été créé au sein de notre conseil municipal en 2012. C'est une instance de dialogue, de concertation, d'écoute pour les familles qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale. L'idée, c'est lorsque on est avisé qu'une famille est en difficulté dans l'éducation, dans l'exercice de cette autorité parentale, eh bien, le CDDF puisse la convoquer et essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, jusque-là, l'idée est bonne. C'est intéressant d'entendre ce qui se passe. Là où ça se complique, c'est que la loi explique qu'il faut des représentants de l'État. Et donc, dans le CDDF, vous avez le représentant du préfet, de la police, de toutes les institutions possibles et imaginables qui ont trait à l'enfance. Et donc, la famille arrive. Bon, ils sont déjà un peu en difficulté. Ils ont un enfant qui va pas bien. Et ils rentrent dans une pièce où il y a 15 personnes. Toutes là, de façon bienveillante, hein, bien sûr. Mais bon, malgré tout, c'est un petit peu impressionnant. Et bon, voilà, c'est très, très formel. Donc, je ne suis pas sûr que ça permette vraiment aux familles de s'exprimer. Mais bon, c'est quand même un outil, il faut pouvoir l'utiliser. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut le créer. Et donc, nous devons choisir 6 représentants pour participer à ce DDDF. Donc, nous proposons Laurence Van-Lémans, Héloïse Gerbert, Martine Cacheux, Claire Pilla, Julien Boisse, Patrick Lozewski. Et en mon absence, Madame Gerbert sera présidente. Y a-t-il des questions, des interrogations sur le CDDF? Donc, nous passons au vote. Qui vote contre la désignation de nos représentants? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité que vous nous représenterez. Et puis, maintenant, les représentants du conseil municipal au sein des conseils d'administration des établissements scolaires.
donc des établissements publics locaux d'enseignement premier et de second degré, des écoles publiques, des écoles privées. Donc il y a un titulaire et un suppléant par établissement. En ce qui concerne le lycée Jean Perrin, nous proposons Yassir Moukrim comme titulaire, Monsieur Lozevski comme suppléant. Pour le collège Anne-Franck, Monsieur Blancard comme titulaire, Monsieur Jiménez comme suppléant. Pour le collège Lavoisier, Monsieur Moukrim et Madame Farbos comme suppléante. Dans les écoles publiques des Rousseaux, Madame Cousin, suppléée par Monsieur Frappard. Pasteur, Monsieur Burlion, suppléé par Madame Cousin. La Fontaine et Watteau, Madame Leroy-Ledbeur, Madame de Waas sera suppléante. Samin, Monsieur Moukrim, suppléé par Monsieur Lemthiri. Perrault, école maternelle, Madame Van-Lemans, avec Monsieur Quinget en suppléant. Louise de Bettigny, Madame Xavier, le suppléant sera Monsieur Schmitt. Mozart-Lotti, Madame Pila avec Monsieur Magdelaine. Lannoy-Blin, Victor Hugo, Monsieur Hubert et Monsieur Boisse en tant que suppléant. Rameau, Monsieur Magdelaine, Madame Dolignon le suppléera. Monsieur Blancard, en tant que représentant du maire, pourra assister à tous les conseils d'école. En ce qui concerne les écoles privées, Saint-Odile, le titulaire pourrait être Monsieur Lambray, suppléé par Madame Gerbert. Le Sacré-Cœur, Madame Ramon et Monsieur Laoutide sera son suppléant. Et Saint-Nicolas, Madame Doutrio, suppléé par Monsieur Lemthiri. Y a-t-il des erreurs, ou est-ce que les services ont bien mis les noms en face des bonnes écoles, des bons établissements? Donc, Monsieur Quinget, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Oui, les noms sont bien en face des bons établissements. Il me disait que cette délibération est peut-être l'occasion d'aborder un sujet qui n'était pas dans vos communications, et moi ça m'a ému. C'est l'avenir de nos classes que vous avez citées parmi ces écoles ici où on a désigné, où on va désigner, puisque c'est pas encore voté, mais il n'y a aucun souci pour que ça fasse l'unanimité, les fermetures ou la fermeture de classes à venir. Ça m'apparaît comme un élément majeur. Alors vous allez me répondre que vous avez peu de poids en la matière, que la mairie peut pas y faire grand-chose. Un discours de frustration, oui. Eh bien, c'est une frustration de ne pas avoir eu, Monsieur le maire, ce soir, au sein des communications, un laïus de votre part pour nous expliquer que cette situation que les uns et les autres ici connaissons à l'école de Rousseau est inquiétante à double titre, au regard de l'offre éducative dans cette ville, mais surtout dans un quartier en mutation que votre précédente mandature a souhaité comme tel. L'avenir jugera de savoir si c'est bon ou pas, mais il y a une évolution qui nécessite non pas des fermetures de classes, car tel que vous le savez, la difficulté d'ouvrir une classe est plus grande que celle d'en fermer une. On a été interpellé par des parents d'élèves. Monsieur Quinget, votre intervention là n'a pas à voir avec la délibération. Elle a à Donc, voir avec les écoles, monsieur Elle le n'a maire. pas à voir avec la délibération. Il existe des questions en fin de conseil. Monsieur Schmitt a posé une question sur ce sujet et donc nous y répondrons à ce moment-là. Je vais laisser vous exprimer quelques minutes en imaginant que peut-être ça reviendrait sur la délibération, mais les questions, lorsqu'elles sont posées sur une délibération, doivent porter sur la délibération. Il existe cet espace de questions à la fin du conseil. Ben, j'entends bien et je vous remercie. Et si vous reléguez cette question de fermeture classe à la fin d'un conseil municipal, c'est bien regrettable. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, nous passons au vote. Qui vote contre ces désignations? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que vous nous représenterez. Le Conseil des associations, il est composé de 12 représentants d'associations et il convient qu'un certain nombre d'entre nous, 8, nous représentent. Précédemment c'était 7,
mais là, de façon à ce que chaque groupe puisse avoir un représentant, nous sommes passés à 8. Nous proposons que Mme Lucot, Mme Cousin, M. Hubert, Mme Gerbert, M. Magdelaine, Mme Farbos, M. Schmitt, M. Günz nous représentent au sein de ce Conseil des associations à Lambersart. Y a-t-il des questions, des interrogations? Je soumets donc cette désignation au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Le SIAD, service de soins infirmiers à domicile de Marquette-les-Lilles, il convient que l'un ou l'une d'entre nous nous représente dans ce SIAD. Nous proposons que Madame Ramon, élue en charge de la santé, nous représente. Y a-t-il des questions? Des interrogations? Je passe au vote. Qui vote pour? Pardon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et tout le monde vote pour. Merci. Au sein du CLIC, Centre local d'information de coordination, qui s'adresse à un public âgé. Là, pareil, il regroupe les communes de l'ex-CIVOM, puisque nous ne sommes plus dans le CIVOM, mais participons à ce CLIC. Et nous proposons que Madame Dewas nous représente. Y a-t-il des questions, des interrogations? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité. Le centre social Lino Ventura. Donc précédemment, il y avait un certain nombre élevé de représentants du conseil municipal et les statuts, le règlement du centre social a changé. Il n'y a plus qu'un seul représentant. Donc nous proposons que Mme Gerbert nous y représente. Y a-t-il des questions, des interrogations? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Alpes, dont le siège est situé à Lambersart, qui regroupe 3 structures, le PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi, la maison de l'emploi et la mission locale qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Il est nécessaire que nous procédions à la désignation de 2 représentants de notre conseil et nous proposons à ce titre Monsieur Bertin, Monsieur Lambray. Y a-t-il des questions, des interrogations? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. La GEMLAM, l'association gestionnaire de l'enseignement musical Lambersartois. Dans ses statuts, à l'article 4, il est stipulé que le conseil municipal est représenté par 6 membres. Nous proposons Mme Cousin, Mme Lucot, Mme Pila, M. Hubert, M. Lemthierry, M. Frappard. Y a-t-il des questions, des interrogations? Nous votons. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. La batterie fanfare qui nous accompagne lors des manifestations patriotiques, entre autres. Et donc, dans leur statut, il est prévu que la commune est membre de droit et, à ce titre, 3 élus du conseil municipal la représentent. Nous proposons Antoine Pierrot, Céline Dutrio, Claire Pila. Y a-t-il des questions, des interrogations? Non. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. RPL 99 FM, Centre social Lino Ventura, donc la radio dont le siège est situé au cœur du PACO, qui émet dorénavant 24 heures sur 24. Les statuts de l'association prévoient qu'il y a 12 membres dans leur conseil d'administration et un membre de droit qui est un élu de notre conseil municipal. Nous proposons la continuité avec le renouvellement du mandat de M. Magdelaine.
Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Amitié internationale qui promeut les échanges culturels associatifs entre les habitants de notre ville et ceux de Vierzon et de Southborough. Leur statut indique qu'il est nécessaire qu'il y ait un membre issu du conseil municipal, mais que le conseil municipal peut désigner un deuxième administrateur s'il le souhaite. Et donc, je propose que nous désignions deux de nos membres. Là aussi, continuité, Mme Lucot, Monsieur Hubert. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Je vous remercie pour ce long tunnel de représentants du conseil municipal au sein de ces différentes structures. Ça ne passe qu'une fois par mandat, donc voilà, c'est fait. Et maintenant, nous passons à Monsieur Lemthiri, qui va nous parler de placement de fonds sur un compte à court terme. Merci, bonsoir à vous tous. Je vous présente les 3 délibérations, si vous voulez bien, d'un coup. Ça tombe très bien. Monsieur Schmitt, on vous a écouté. La prolongation de placement sur fonds de... Donc, ce sont des comptes à court terme, donc qui sont proposés ici pour être prolongés pour une durée de 6 mois. Donc, ces fonds-là ont été déjà prolongés auparavant. Ils ont été créés depuis 2023 pour 2 et 2024 pour le dernier. Donc, la première prolongation concerne le placement du produit de la vente du terrain Nado et de quelques véhicules pour la somme de 1 292 000 €. Le taux est de 1,98 pour le moment et on vous propose de le prolonger de 6 mois à partir du 1er mai. Pour le deuxième placement qui concerne la vente du 30 rue des Martyrs de la Résistance ainsi que certains véhicules pour la somme de 132 000 € pour le même taux pendant 6 mois également à partir du 4 juin 2026. Et pour le dernier placement qui concerne la vente de la Villa des Roses et de quelques véhicules pour la somme de 919 000 € pour le même taux également 1,98 pendant 6 mois à partir du 1er mai. Donc là, on vous a remis également les recettes qui ont été obtenues depuis 2023 pour les 2 premiers et 2024 pour le deuxième, pour 21 000 pour 2023, 56 600 pour 2024 et pour les recettes de 2025, 53 500 € pour 2025. En ce qui concerne les recettes prévisionnelles en 2026, ils vont se lever normalement à 43 600 € en fonction bien évidemment du taux qui sera proposé dans les prochains mois. Donc pour rappel, ces 3 placements vont normalement apporter environ 180 000 € pour la ville de Lambersart depuis leur création en 2023. Sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil de procéder à la prolongation de ces 3 placements. Merci. Des questions, des demandes de précision? Monsieur Gunz. Ça m'a peut-être échappé, mais je n'ai pas vu le tableau des recettes que cela rapportait depuis le début. Il était joint à l'ordre du jour? Il était où? On vous en fait part là, en titre d'information. Il est dans le budget de chaque année. D'accord. Donc, je serais intéressé d'avoir, pour ces placements-là, le tableau donc, des placements avec les taux d'intérêt que cela a rapporté, comparé à l'inflation. Parce que là, le bénéfice, enfin, les intérêts que cela a rapporté sont des intérêts bruts, qui ne tiennent pas compte de l'inflation. Et donc, je serais assez intéressé d'avoir ce tableau comparatif pour savoir réellement combien ça a rapporté quand on tient compte de l'inflation. D'une part, et puis d'autre part, je ne sais pas si peut-être pas une question, mais une observation concernant ces placements. Il y a beaucoup de demandes. On entend
sur un certain nombre de sujets de demande de financement sur tout un tas de secteurs dans la commune. Et je m'étonne qu'on conserve cet argent et que vous portiez un discours de dire la commune est pauvre, on n'a pas de sous, bon, alors que l'argent est là. Alors, bien sûr, il faut le gérer en bon père de famille, il faut faire très attention, mais il y a de l'argent, il y en a beaucoup, on parle de plusieurs millions, je ne sais pas. Et m'étonne que vous serriez les vis sur les budgets sur beaucoup de sujets et que vous ne lâchiez pas un peu cet argent. Voilà, donc j'aimerais savoir là, qu'est-ce que vous comptez de faire de cet argent à court terme ou à moyen terme? Merci, Monsieur Guns. Je vous enverrai, si vous le souhaitez, le tableau des placements depuis 2023. Pour rappel, ces placements-là ont été mis en place parce qu'il y avait des projets qui étaient en avance et qu'on n'a pas pu financer au moment où ces projets-là devaient sortir. Donc, uniquement pour cette raison-là, à part la Villa des Roses. Les deux autres financements, les deux autres placements, normalement, c'était prévu dans le cadre de budget prévisionnel. Vous l'aurez en fin d'année, vu que vous êtes là maintenant. Vous allez voir un petit peu comment c'est organisé, ces éléments-là financiers. Quand il y a un projet qu'on souhaite mettre en place, il y a obligatoirement un financement en face. Soit le financement existe par les fonds propres de la ville et à ce moment-là, on l'organise pour le payer. Parfois, il y a du retard dans le projet et donc on ne finance pas le projet, ce qui nous permet de mettre cet argent-là de côté. Deuxième point, c'est que les placements ne sont issus que des dons, des legs ou quelques ventes de véhicules. Donc, ce n'est pas de l'argent qui a été mis dans un placement parce qu'on avait de l'argent en plus, qu'on soit d'accord. L'argent ne peut être mis en place que dans le cadre de certaines obligations. Donc, aliénation, des legs, des dons, des éléments comme ça qui nous permettent de placer cet argent-là. Donc voilà, pour répondre à votre question, l'argent qu'on a mis de côté, c'est uniquement pour financer d'autres projets et quand il y a un besoin, on va pouvoir les sortir. Donc on ne mélange pas ce qu'on est en train de faire avec la trésorerie, avec les finances de la ville pour mener des projets et ce qu'on a mis de côté en termes de placement uniquement parce qu'on les a eus à un moment donné. Alors merci, mais ça ne répond pas à la question. Alors premièrement, le tableau que je demandais, c'est le tableau de ce que ça a rapporté avec à côté le taux de l'inflation, afin qu'on puisse voir réellement ce que ça a rapporté par rapport à ce qu'a coûté l'inflation. D'accord ? La deuxième chose, la deuxième question, c'était, j'ai bien compris votre histoire de placement, etc. Mais justement, cet argent-là, qui est beaucoup d'argent, est-ce que vous avez une idée de à quoi vous allez l'utiliser à court terme ou à moyen terme ? Donc ce tableau comparatif, vous l'aurez. Ça va donner du travail au service, mais vous le demandez, vous l'aurez. Si vous vous intéressiez à la vie de la ville, Monsieur Guns, peut-être que vous sauriez qu'il y a des projets en cours. Pas les projets immobiliers, dont nous ne sommes pas responsables. Ça, ce sont les promoteurs immobiliers. Là-dessus, vous êtes bien informés. Mais il y a par exemple un restaurant scolaire qui est en cours d'édification et qui sera terminé bientôt. Et puis après le restaurant scolaire, il y a l'agrandissement de la cabane à grandir. Et bien tout ça ne va pas se faire sans argent. Tout ne peut pas se faire en même temps. On aimerait bien claquer des doigts et tout se lance et tout se fait. Ces projets dont nous parlons depuis 4 ans vont se faire et ces projets vont coûter de l'argent. Eh bien cet argent, plutôt que de le laisser dans notre trésorerie sans qu'il rapporte, nous avons décidé de le placer. Il rapporte de l'argent et quand nous en avons besoin, et si nous en avons besoin demain, eh bien nous pouvons retirer cet argent de ces fonds de placement. Quand nous en aurons besoin, nous l'utiliserons. Et je pense, je suis même sûr, que dans quelques mois, M. Lemthiri ne reviendra pas devant nous pour proposer de prolonger ses comptes à terme, puisque cet argent aura été utilisé pour financer les travaux en cours et les projets que ce conseil municipal décidera de lancer. Je passe au vote. Monsieur Jiménez.
Oui, merci de me donner la parole. Une simple question. Alors, les taux par rapport aux taux qui sont dans le privé sont bien inférieurs, mais c'est très probablement lié à l'activité de la mairie. Moi, je souhaiterais, s'il vous plaît, et notamment parce que vous avez prôné et nous prenons des valeurs dans la ville de Lambersart, savoir auprès de quel organisme et sur quel type de support sont placés cet argent, s'il vous plaît. Les taux qui sont proposés ici, 1,98, ce sont les taux habituels dans toutes les banques en termes d'épargne. Qu'on parle de la même chose, s'il vous plaît, pour qu'on ne mélange pas ce qui se passe dans le privé, quand il y a un client qui va dans une banque, et ce qui peut rapporter à une ville ou à une collectivité. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous revenez en 2023-2024, on était sur des taux à plus de 3,50%, si mes souvenirs sont bons, même 3,9% à un moment donné. Donc, ça rejoint pratiquement ce qui existait un petit peu dans le cadre du marché des emprunts, mais un tout petit peu différent, bien sûr, d'un client lambda et d'un client particulier. Sur le fonds en lui-même, nous sommes obligés de passer par le fonds de trésorerie comptable public, parce que c'est entre parenthèses, c'est la loi. Néanmoins, on aurait pu les mettre sur un autre fonds qui pouvait rapporter beaucoup plus, mais il fallait prendre un risque. Ça veut dire perte des intérêts, pas perte du capital, mais perte des intérêts. Donc nous, on a privilégié quelque chose de très cadré, de très normé pour l'ensemble des collectivités, et on a mis cet argent-là en placement qui rapporte peut-être très peu sur une année, néanmoins 180 000 euros sur 3 ans, c'était prenable, c'était intéressant. Voilà un petit peu les deux éléments que je peux vous apporter comme précision. Merci. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Guns. Merci. Alors tout d'abord, je trouve un peu déplacé votre remarque de dire que si je m'intéressais aux affaires de la ville, parce que je m'y intéresse un peu, donc je trouvais quand même que c'était dommage de votre part. Et puis après, c'était juste une question, savoir à quoi allait servir cet argent-là. Et cet argent-là, vous me dites, ça va servir, entre autres, à financer la cabane à grandir et le restaurant scolaire, je l'entends. Voilà, c'est simplement, il n'y avait pas besoin de faire preuve d'agressivité. Merci. Bien, merci. J'entends votre argument, je ne le partage pas, mais bon. Nous passons au vote. Donc, concernant ces 3 délibérations, qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Guns. Qui vote pour? Je vous remercie. Nous parlons d'une subvention exceptionnelle, Madame Lucot. Oui, bonjour à tous. Nous avons été saisis d'une demande de subvention exceptionnelle pour l'école Samin, pour un voyage scolaire des CE2, 52 élèves qui vont partir dans l'Avesnois au mois de mai. Et nous proposons de leur attribuer 1 200 € pour ce voyage. Merci. Y a-t-il des questions? Des demandes de précision? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Monsieur Lequieffre va nous parler d'un appel à projet sur le tri. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter une délibération pour l'acquisition de 31 bacs de tri afin de se conformer au cadre de la loi AGEC. Je vous rappelle que la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. En clair, c'est réduire le gaspillage et limiter les déchets. Du 10 février 2020, qui stipule qu'à partir de 2025, des poubelles de tri seront déployées dans l'espace public. La ville de Lambersart a répondu à l'appel à projet de la MEL qui a conventionné avec Citeo pour l'achat de 31 corbeilles biflux. Vous le voyez là-bas, c'est un modèle série, 2 fois 50 litres. Cette nouvelle démarche viendrait compléter le plan d'action déchets que la commune a mis en place à l'échelle de son territoire, en partenariat avec les services de la MEL. Il est envisagé un déploiement progressif sur 2 ans dans 3 quartiers définis. 13 corbeilles dans le centre-bourg, collège, commerce, marché, bus. 5 corbeilles dans l'enceinte du parc de la mairie. 12 corbeilles dans le quartier de Conteleu.
Le coût d'achat de ces corbeilles s'élève à 14 322 €. Ils ne recevront une bonification pour avoir conventionné avec la MEL et recevront donc une aide de 15 000 €. Sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la candidature de la ville de Lambersart pour l'appel à projet tri hors foyer de Citeo, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant légal à signer la convention de partenariat avec la métropole européenne de Lille. Merci. Y a-t-il des questions? Nous mettons au vote cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. Arrive donc le temps des questions orales. Il fut un temps où les questions orales devaient être posées quelques jours auparavant afin que nous puissions y répondre sur un plan technique. Depuis un an, les questions orales peuvent être posées en direct à la fin du conseil municipal. Monsieur Schmitt m'ayant adressé une question, à lui l'honneur d'ouvrir le bal. Merci, monsieur le maire. Le rectorat annonce pour la rentrée prochaine la fermeture de 2 classes à Lambersart. Sont concernées l'école primaire Samin, où les prévisions sont à 179 élèves pour 7 classes après fermeture, soit une moyenne de 25,57 élèves par classe après fermeture, ce qui est excessif. L'école maternelle des Rousseaux, où le rectorat prévoit un effectif de 99 élèves pour 4 classes après fermeture, sans compter les 3 toutes petites sections, tandis que la directrice comptabilise, elle, 109 élèves à ce jour. Nous rappelons que conformément au Code de l'éducation, l'article L113-1, les enfants de 2 ans doivent être comptabilisés. Si tel n'est pas le cas et si les prévisions de la directrice de l'établissement sont confirmées, tout indique qu'une démarche auprès du DSN permettrait de contester cette décision, sans quoi les effectifs par classe font 3 à 30 élèves. Après la fermeture annoncée de ces classes, cette année, ce sont 7 classes qui auront été supprimées dans les écoles publiques à Lambersart en 4 ans. 4 en 2022, 1 en 2024 et donc 2 cette année. Autant de fermetures pour une ville de 27 000 habitants donne un signal très inquiétant pour nos écoles, car ces fermetures ne se justifient pas uniquement au regard de la démographie. En réalité, ces fermetures s'inscrivent dans un cercle vicieux bien connu. Un peu moins d'élèves, ça entraîne une fermeture de classe, ça entraîne des classes plus chargées, ça entraîne l'inquiétude des familles, ça entraîne de nouveaux départs vers l'enseignement privé et ça entraîne de nouvelles fermetures de classes. Pardon. Nous assistons donc à une destruction lente mais certaine de l'école de la République et de l'égalité des chances qui fonde sa raison d'être depuis presque un siècle et demi. Si on se réfère aux conséquences observables en pareilles circonstances, partout où c'est le cas, les projections sont claires. Une dizaine d'élèves quitteraient le public cette année, ce qui entraînerait probablement 20 à 30 départs dans les 2 ou 3 années suivantes, avec à la clé 2 nouvelles fermetures dans les 2 ou 3 ans qui arrivent. À l'image de la séquence 2022-2026 actuelle, et dans une ville comme la nôtre, où l'offre privée est importante, un phénomène de ségrégation scolaire peut rapidement s'accentuer, notamment quand on regarde déjà les IPS. Le point le plus préoccupant concerne la maternelle. C'est à ce moment-là que les familles font leur choix. Et c'est là que se joue l'avenir de nos enfants, de leur école, avec un impact réel sur la vitalité de nos quartiers, l'attractivité de notre commune et l'augmentation quasi inévitable des déplacements motorisés au regard de la carte scolaire. Il est question de cohésion sociale, d'un service public de proximité structurant, d'équipements municipaux, de la vie dans le quartier, alors que nous le savons tous, l'enjeu majeur de ces prochaines années pour notre commune, c'est de faciliter l'accueil de jeunes familles pour inverser une courbe démographique défavorable depuis plusieurs décennies. Même si les décisions de fermeture relèvent bien de l'éducation nationale, la commune a un rôle essentiel à jouer et a des leviers pour cela, pour maintenir l'école de la République debout, à commencer par la rendre attractive. Enfin, nous notons qu'à présent, la délégation à éducation n'est plus portée par un adjoint au maire, mais par un conseiller délégué. Je ne vois pas en cela une dégradation, et certainement pas en fait concernant la personne en question. Alors que nous venons de le voir, la tâche et les enjeux sont essentiels et donc très chronophages. Je parle du temps du mandat en fait sur ce sujet. Dans ce contexte, nous souhaitons savoir ce que vous comptez mettre en œuvre pour éviter la fermeture de ces 2 classes, enrayer le déclin déjà entamé de l'école publique à Lambersart et garantir la qualité de la mixité et l'attractivité de nos écoles publiques pour les années à venir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Quinger, peut-être si vous voulez poser votre question
sur le même thème, sans doute. Oui, merci Monsieur le maire, mais poser les questions pour avoir une réponse, j'entends bien, puisque si c'est pour donner la réponse au prochain conseil municipal, malheureusement il sera trop tard. Vous avez bien compris qu'il y a une question d'urgence en la matière. Vous avez la main sur l'ordre du jour du conseil municipal. Voyez-vous, je ne suis pas à votre place, nous ne sommes pas à votre place, mais je pense que, et j'y reviens, ce sujet est tout de même majeur pour intervenir en début de conseil. Bon, dans TAC, ça n'a pas été le cas, vous avez préféré envoyer ça à la fin. Et je remercie, grâce à une question de l'opposition socialiste, radicale, écologiste, du groupe de Monsieur Schmitt et de Monsieur Boas, de l'Ambersara commun, merci. La fermeture annoncée d'une classe à l'école maternelle de Rousseau n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est surtout un manque d'anticipation et du volontarisme de la municipalité. Pour s'y opposer, vous avez rappelé cette fermeture en 4 ans, c'est tout de même énorme pour une ville périphérique de Lille avec la dynamique qu'on connaît et qui accueille des jeunes ménages. Comment justifier une telle décision dans un quartier où les programmes immobiliers se multiplient, ceux d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui et de demain? Vous le savez comme nous, de nouveaux logements ont été livrés, d'autres vont l'être. Ce sont autant de familles supplémentaires, autant d'enfants à scolariser dans les années qui viennent. Fermer une classe aujourd'hui, dans ces conditions, ce n'est pas gérer, c'est subir. Et c'est d'autant plus problématique que chacun ici connaît la réalité. Une classe fermée, c'est une classe presque jamais rouverte. On dégrade immédiatement les conditions d'apprentissage, ça a été souligné par mon collègue, on surcharge les autres classes, on affaiblit durablement l'école publique. Alors oui, la décision finale appartient à l'Éducation nationale. Mais ne nous cachons pas derrière cela pour justifier l'inaction. D'autres communes voisines de la nôtre, dont un de vos collègues qui était à votre installation la semaine dernière, se battent, contestent, mobilisent, obtiennent des moratoires, parfois même des annulations. Alors les questions ici, qu'avons-nous fait exactement, concrètement? Où est ce dossier solide dont vous allez nous parler? Où est la mobilisation politique? Où est la pression exercée auprès du DAZEN? Fût-il encore d'avoir des relations avec lui? Aujourd'hui se tenait le Conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN. Y étions-nous présents? Y étiez-vous présent, monsieur le maire? Alors d'accord, il a une vocation consultative, mais cette consultation a aussi un point important dans la décision finale, car il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard sur ce genre de sujet. À force de ne pas anticiper, on accompagne des décisions que l'on aurait pu combattre. Le message envoyé aux habitants est désastreux. Vous construisez, vous accueillez de nouvelles familles, mais vous réduisez dans le même temps les capacités d'accueil de vos écoles. Ce n'est ni cohérent, ni responsable. Monsieur le maire, nous vous demandons de changer de posture. Il ne s'agit plus de constater, mais d'agir, de porter un dossier argumenté, de défendre fermement cette école et les autres, et d'assumer un rapport de force avec l'administration si nécessaire. Parce que défendre une classe, ce n'est pas un détail technique, c'est un choix politique. Et aujourd'hui, ce choix, vous devez le faire. Je vous remercie. Merci. Monsieur Gunz, sur la même thématique. Monsieur Blancard. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur Schmitt, Monsieur Quingé, on comprend vos inquiétudes, je dirais même nos inquiétudes, parce que nous avons la même posture que vous. On tient d'abord déjà à vous rassurer sur le fait que nous sommes entièrement mobilisés, que la qualité des conditions d'apprentissage et d'encadrement des enfants font partie de nos valeurs, font partie de nos priorités absolues au niveau de la municipalité, et qu'on vous rejoint pleinement à ce sujet. Et je voulais dire également qu'on soutient et qu'on accompagne aussi les associations de parents d'élèves qu'on voit régulièrement. Alors, il faut quand même savoir que la situation est quand même compliquée.
Alors, c'est rien de faire la politique de l'autruche non plus, hein. Donc compliqué, pourquoi? Tout d'abord, au niveau national, on a une suppression de 1891 postes à la rentrée 2026 au niveau des écoles du premier degré. Ça représente environ 125 000 enfants en moins inscrits dans les écoles à la rentrée 2026. C'est une baisse de 2% par rapport à cette année. Au niveau académique, c'est 245 postes qui sont supprimés. Nous sommes l'académie où nous subissons le plus de suppression de postes. Et encore, si on en parle à l'inspecteur d'académie, il nous expliquera que ça a été relativement limité par rapport à ce que ça aurait dû être. La raison, elle est simple, c'est qu'on a 6 000 élèves en moins à la rentrée 2026 annoncée. C'est une baisse de 3,05%. Au niveau national, il y a une baisse de 2%. Au niveau Académie du Nord, c'est 3%. Au niveau Lambersart, et vous avez raison, c'est 5 classes en moins depuis 2020. Alors là où M. Quinget, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'en fait, on a perdu 9 classes, mais on en a rouvert 4. Parce que ce n'est pas impossible de rouvrir une classe. C'est pas parce qu'on enferme une année qu'on ne va pas pouvoir en rouvrir une. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Et pour dire, on a vu tout à l'heure l'inspecteur d'académie, et il nous a bien assuré à ce niveau-là, il va nous aider, il va nous accompagner, et il a les éléments aussi pour défendre le dossier. Son intérêt, c'est pas non plus de fermer des classes. Enfin, je veux dire, c'est l'intérêt de personne. Après, il y a une réalité qui fait que quand on supprime des postes au niveau national d'enseignants, forcément, on supprime des classes. Parce qu'il faut des enseignants pour pouvoir encadrer les enfants. Donc, au niveau local, on avait en 2020 environ, en moyenne, 24 élèves par classe. Aujourd'hui, en 2025, alors je ne parle pas de 2026, de la rentrée 2026, parce que rien n'est ancré dans le marbre, on a une moyenne de 23 élèves par classe. Donc, on peut dire que l'évolution du nombre de classes a été en proportion par rapport à l'évolution du nombre d'élèves. Alors pour l'école Saint-Main, le prévisionnel du septembre 2026, pour l'instant, est de 183 élèves inscrits. Ça fait une moyenne de 26 par classe. Oui, c'est trop, je suis d'accord avec vous. C'est trop. Et en fait, on est revenu sur le niveau identique qu'on avait en 2024-2025. Parce qu'en fait, le problème, il n'est pas là cette année, il est que l'année passée, on aurait dû avoir une fermeture de classe à Saint-Main, puisqu'on a perdu plus de 20 élèves. Et ça n'a pas été le cas. Alors après, comme je dis, on doit encore rencontrer les autorités, mais je pense que c'est un rattrapage à ce niveau-là. Pour l'école des Rousseaux, l'effectif a aujourd'hui inscrit en élèves pouvant rentrer à l'école, c'est 89 élèves. C'est 20% de moins que cette année. Alors, les chiffres que vous dites, monsieur Schmitt, ils sont pas. Alors, c'est pas qu'ils sont faux, c'est qu'en fait, ils se basent sur une moyenne. C'est-à-dire que d'habitude, des entrées en petite section, c'était 40 élèves. Cette année, on en a 20 d'inscrits. Donc, évidemment, si on se projette sur ce qui se fait d'habitude, on devrait être à 109. Mais pour le moment, réellement, on n'a que 89 inscrits. L'inspecteur d'académie se base sur 99 parce qu'il espère, et on est tous d'accord avec lui, on espère aussi qu'on puisse avoir encore une dizaine d'enfants qui puissent s'inscrire, enfin pas eux, mais les parents puissent s'inscrire les enfants d'ici la fin de l'année scolaire. Réellement, si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de classe supprimée à des Rousseaux, il faudrait avoir 30 élèves de plus à peu près. Alors, c'est des chiffres que je vous donne à aujourd'hui, enfin à hier, c'est les chiffres réels du nombre d'inscrits. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Et on sait que ça va continuer à évoluer. Alors maintenant, est-ce qu'on sait se projeter en se disant en septembre, on va avoir plus 30 élèves? Ce qu'on sait regarder, c'est par rapport aux années précédentes, est-ce qu'on est en avance ou en retard? Aujourd'hui, pour l'instant, on est en retard au niveau des inscriptions. Vous avez raison, tout à l'heure on évoquait le chiffre, enfin l'indice IPES, donc c'est l'indice d'opposition sociale. Et l'indice d'opposition sociale à Saint-Main, il est de 143,6. À des Rousseaux, il est de 120,8. Quant au niveau de la moyenne académique, il est de 93,2. Ça veut dire que, heureusement, malheureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais en fait, on est dans des quartiers où on a un positionnement social plutôt élevé par rapport à la moyenne académique. Et vous savez très bien que les endroits, les écoles, les quartiers dans lesquels l'indice social est plutôt bas, on a tendance en tout cas l'inspection académique, à favoriser ces quartiers-là. Donc c'est vrai que ça ne joue pas en notre faveur à ce niveau-là. Par rapport à vos remarques sur le privé, alors le privé au niveau national est en baisse aussi, en baisse plus faible qu'au niveau public, mais il est également en baisse.
Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la surcharge des écoles dans le public et qui vont dans le privé? Je ne suis pas sûr, pour la simple et bonne raison, et je vais parler que de Lambersart, pas des autres villes, mais qu'à Lambersart, la moyenne d'élèves par classe dans le privé, c'est de 27,5 élèves. On a même une école où on dépasse les 30. Nous, dans le public, on est à 23,5. Donc, si des parents espèrent partir dans le privé pour avoir des classes moins chargées, bah, ils font erreur, parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc, je pense que le départ vers le privé doit relever d'autres raisons, pas que de ça. Mais voilà, je vous donne des chiffres parce qu'il faut être factuel, mais c'est pas pour autant qu'on va pas agir, qu'on va pas se battre. Alors, concrètement, si on refait un peu l'historique, les directeurs d'école ont été informés le 24 mars. Moi, je vais parler au niveau personnel. J'ai pris mes fonctions le 2 avril. Le 3 avril, je suis allé rencontrer les parents d'élèves. J'ai rencontré également la directrice de l'école des Rousseaux pour pouvoir faire un point avec elle, avoir son ressenti, avoir aussi ses chiffres elle. Le 7 avril, avec monsieur le maire, nous avons écrit et sollicité donc l'inspecteur d'académique pour pouvoir défendre notre dossier, parce que notre intérêt, évidemment, il est commun, puisqu'il est dans l'intérêt des enfants. Il est de garder ces deux classes pour garder une qualité d'enseignement, pour pouvoir continuer à accompagner les élèves, pour garder l'attractivité de l'école, et puis aussi pour pouvoir maintenir ces leviers face à l'inégalité qu'on peut avoir dans certains quartiers ou dans certaines classes. Parallèlement à ça, et là vous avez raison, monsieur Quinché, il y a des constructions qui sont en cours. On pense directement à l'ancienne ferme Machelin où on a rue de Lompré plusieurs logements qui vont arriver. Et donc on a demandé aux équipes d'essayer de déterminer quels sont le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés qui pourront intégrer l'école des Rousseaux, notamment, dès les prochaines livraisons. Par contre, on s'aperçoit que malgré ça, malgré les programmes immobiliers qu'il y a eu, malgré le fait qu'on ait pu avoir quelques logements dans le quartier, ça n'a apporté que 4 entrées, malheureusement. Et ça, on ne peut pas forcer les parents à inscrire les élèves dans nos écoles. Mais on agit. Et pour répondre à votre question, monsieur Schmitt, on agit quand même au niveau de la commune. On a eu, et je vais en tout cas féliciter Mme Pichonna pour tout son travail depuis 6 ans, qui a été important. On a un vrai travail qui a commencé et qui continue et qui va même s'amplifier sur la valorisation de nos écoles publiques. Parce que oui, il y a de la valeur dans nos écoles publiques. Aujourd'hui, on travaille sur plusieurs points. On va travailler tout d'abord sur l'image et la communication. C'est-à-dire qu'on met en avant tout ce qui peut être fait au niveau pédagogique, au niveau de l'art, de la culture, du sport, des sciences. Si je prends juste 2 exemples. On a mis en place à l'école Bettini un programme qui s'appelle Opus. Donc Opus, ça veut dire Orchestre pédagogique d'utilité sociale. C'est-à-dire que c'était une association avec l'ONL, l'Orchestre national de Lille, pour permettre à des enfants de récupérer un instrument, d'avoir des cours et de pouvoir apprendre la musique. Un deuxième point, par exemple, on a une collaboration avec le CREP. Donc en fait, c'est un concours de robots. On a une classe à l'école Pasteur qui va défendre en tout cas sa place le 7 mai à Polytech dans un concours métropolitain. Donc il y a vraiment des actions qui sont faites au niveau public sur lesquelles on s'associe. Notre but, c'est aussi d'ouvrir l'école, d'ouvrir les cours d'école aux parents, parce que quand les parents peuvent s'approprier l'espace des enfants, ça les rassure. Et ça leur permet aussi de dire, voilà, l'école fait partie de notre vie, les enfants peuvent y aller aussi en dehors du temps scolaire, on préfère qu'ils puissent y rester. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on met en place. On valorise aussi les réussites scolaires et extrascolaires. Le but, c'est aussi de développer les projets pédagogiques différenciants. Aujourd'hui, on a des classes citoyennes, on a le permis piéton, on va avoir des cours éducatifs dans lesquels on va mettre des potagers, on va pouvoir faire aussi, on va aménager la cour pour pouvoir faire le cours scolaire dehors. Aujourd'hui, il fait beau, ça peut être sympathique pour les enfants de le faire. On met en place des partenariats, on a un partenariat notamment avec WeChange qui permet à cette association d'aller apporter entre guillemets la bonne nouvelle et faire participer les enfants à tout ce qui va être la gestion des déchets, notamment les déchets au niveau alimentaire. On a mis en place également une BCD, donc c'est une bibliothèque centre documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai groupe BCD où dans chaque école, il y a des temps de lecture qui sont organisés.
Et donc ça permet aussi de nous différencier. On va aussi et on continue à améliorer les conditions d'accueil et de service. On rénove les écoles, alors peut-être pas au rythme qu'on souhaiterait, mais on rénove les écoles. Il y a eu de l'isolation, on a changé des fenêtres, on améliore les conditions de vie dans les écoles. On va végétaliser les cours d'école aussi. Ça permet aussi d'avoir des îlots de fraîcheur. On met en place des rues scolaires. Ce matin, j'étais justement à la place de la République où on avait une expérimentation qui est en train d'être faite au niveau de La Fontaine et Saint-Main. J'ai rencontré le directeur d'école, j'ai rencontré les parents d'élèves. On est en train de travailler là-dessus. Et il y a plusieurs endroits où ça a été mis. Et donc ça permet aussi de valoriser l'espace public. On améliore aussi la qualité des cantines. Aujourd'hui, on a plus de bio, on a plus de local et on a des tarifs qui sont hyper compétitifs. On est à 57 centimes pour les premiers quotients familiaux. Dans le privé, je ne pense pas que vous ayez la cantine à 57 centimes. Donc, on participe à notre niveau aussi à ce niveau-là. Et puis, on travaille aussi fortement en collaboration avec le périscolaire parce que la vie de l'enfant, ça ne s'arrête pas qu'aux heures d'école. C'est avant, le midi et après l'école. On va également renforcer le lien avec les familles, c'est-à-dire qu'on met en place des commissions cantines, on fait des réunions parents-ville au niveau scolaire, au niveau périscolaire. Le 6 juin, on va faire une réunion spécifique que sur la partie périscolaire. On travaille en collaboration avec les associations, les parents d'élèves quand il s'agit de grands projets. C'est ce qu'on fait sur les cours d'école, c'est ce qu'on a fait au niveau de la restauration scolaire. Donc, on fait participer les parents et plus ils participent, plus ils s'intègrent dans la vie de l'école publique. Et puis, on travaille aussi sur la mixité et l'inclusion. Ça, c'est un élément qui est important pour nous. En début de mandat passé, en 2020, on avait un enfant en condition de handicap qui était dans nos écoles. Aujourd'hui, on en est à 12. Et ça, c'est aussi grâce à tout ce qui est mis en place dans le cadre du PSDT, qui nous aide à avancer à ce niveau-là. Et puis, on va travailler, même si c'est déjà en place, avec la collaboration des crèches et des collèges pour qu'on puisse avoir un temps global de l'enfant du début de sa petit enfant jusqu'à son arrivée au collège. Et quand un enfant commence dans le public, le but, c'est de le garder dans le public. Donc voilà, nous mettons plein de choses en place. Après, on est à l'écoute. Et si vous avez des idées, forcément, on est preneur. On a tous le même intérêt. Après, je voulais juste revenir, Monsieur Schmitt, sur votre remarque sur le fait que, et merci d'ailleurs pour votre mot vis-à-vis de moi, mais effectivement, le fait que la délégation ne soit plus portée par un adjoint. Et là, je comprends pas bien. Je comprends pas bien parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas les galons qu'on a à l'épaulette ou qui met l'écharpe autour du cou. C'est surtout les moyens qu'on met en place. À aujourd'hui, nous avons deux élus qui seront chargés de la vie de l'enfant, de la vie scolaire. Moi, Madame Xavier au niveau du périscolaire. Alors, ça tombe bien, Madame Xavier est adjointe, donc ça c'est une bonne chose. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que depuis 2020, on n'a pas un maire et 2-3 élus qui gèrent la ville. On travaille tous ensemble, on travaille tous dans nos délégations et on communique énormément. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on puisse partager les bonnes expériences pour faire vivre au mieux la vie de l'enfant. Et je vais prendre un exemple, Monsieur Schmitt, parce qu'il vous concerne et me concerne. Lors du précédent mandat, je m'occupais de la restauration scolaire, que je continue à garder d'ailleurs. Et donc, on a mis en place, et c'est assez innovant, il n'y a pas grand monde qui fait ça dans les communes, on a mis en place une commission qui était composée de parents d'élèves, d'élus de la majorité, d'élus de l'opposition, des associations, donc vous y étiez grâce à Saurge, et du personnel municipal. Et donc en fait, le but de cette commission, c'était de pouvoir travailler sur comment améliorer cette restauration scolaire. Alors évidemment, il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas agir, le GMRCN, la loi Egalim, la loi climat résilience, mais on a travaillé. Et je voudrais rendre hommage à un ancien élu d'opposition, Monsieur Pirat, qui s'est énormément investi. Il s'est énormément investi sur ce dossier. Il a fait partie de toutes les commissions de sourcing. Il était là présent aux soutenances. Et pourtant, il était élu d'opposition. Parce qu'en fait, M. Pirat avait bien compris que l'intérêt des enfants prévalait sur les intérêts politiques et compagnie. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on est tous motivés et on est tous à vouloir travailler dans l'intérêt des enfants, ben en fait, c'est pas un élu avec une écharpe, c'est 35 élus, tous ceux là qui sont autour de la table, qui allons travailler dans le même sens. Donc voilà à ce niveau, au niveau de la partie de votre parti. Merci pour cette réponse étayée. Malgré cette réponse, et quoi que je dise, je ne pourrais pas vous convaincre que nous ne sommes pas des victimes consentantes et passives des décisions de l'éducation nationale.
vous en êtes convaincu, je n'ai pas réussir à vous faire changer d'avis. Bon, sur le fond, je pense qu'ici, tous les 35, on est d'accord avec vous. C'est regrettable ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer chez nous, bien sûr, mais ce qui est en train de se passer dans le Nord et sur un plan national. C'est cette baisse de la démographie, cette baisse des effectifs scolaires pourrait être l'occasion d'augmenter l'encadrement dans les classes, d'avoir des effectifs plus petits, comme un certain nombre de pays le font. Bon, chez nous, nos dirigeants prennent d'autres décisions. Donc oui, nous allons nous battre. Bien sûr que nous allons nous battre. Comme nous nous sommes battus l'année dernière pour maintenir une classe à sa main. Et nous avons réussi. Hélas, les chiffres sont là et ils ont la peau dure. Et à un moment, on nous dit, bah, vous vous êtes battus, on a entendu vos arguments, mais cette année, vous n'allez pas pouvoir nous sortir les mêmes arguments. Les chiffres sont là. Donc oui, il va y avoir une classe qui va fermer à sa main. On va se battre. Des Rousseau, pareil, on va se battre. Vous lisez la presse. Ce débat que nous avons ici ce soir, tous les conseils municipaux de toutes les villes l'ont. Les manifestations de parents d'élèves complètement justifiées, elles existent dans toutes les villes. Toutes les pétitions, elles existent dans toutes les villes. Je ne me fais pas d'illusions. L'éducation nationale ne va pas, sous prétexte que dans tous les conseils municipaux, dans toutes les écoles, ça fait débat et ça fait du bruit, ne va pas revenir en arrière sur tout. Elle va revenir en arrière sur quelques classes avec des arguments, et notamment l'argument de l'IPS, du statut social des parents. Mais on va se battre. Donc, Monsieur Blanquer l'a dit, on voit l'inspecteur prochainement, on a expliqué aux parents d'élèves ce qu'on avait fait, ce qu'on va faire, et on va se battre jusqu'au bout. Après, comme vous l'avez dit, Monsieur Kinger, la décision finale ne nous revient pas. Elle revient à l'éducation nationale et à ses représentants ici. Chaque année, on va avoir le débat. Chaque année, on va avoir le débat. Mère info d'hier. Le ministre, qui connaît le nom du ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, nous explique qu'une vague sismique va s'abattre sur le pays. Qu'une étude de l'inspection de l'Éducation nationale est sortie, dans 10 ans, 15% d'élèves en moins dans le premier degré. 15% d'élèves en moins. Donc, et les Hauts-de-France en particulier. Là, M. Blanquer l'a dit, c'est 20% chez nous, hein, à Lille ou à Paris. Hein, c'est pareil, on est dans les mêmes eaux. Donc, sauf à ce que l'un ou l'une d'entre nous devienne ministre de l'Éducation nationale et décide que on va maintenir les effectifs d'enseignants alors que le nombre d'élèves diminue, ou à ce qu'un parti qui défend ça emporte l'élection présidentielle, chaque année on aura ce débat-là. Et on ne réussira pas à vous convaincre que on se bat pour les classes, comme on le fait depuis 6 ans, avec quelques succès et parfois, hélas, quelques échecs. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Guns. Merci. Alors, sur 2 autres sujets totalement différents. Premièrement, concernant les travaux la nouvelle phase des travaux de démolition qui ont commencé à la briqueterie, les engins de chantier commencent avant l'heure légale de 8h30, et ce qui fait un vacarme très important dans le quartier, et il n'y a aucun contrôle de police municipale à ma connaissance. Est-ce que vous pourriez intervenir pour faire respecter ce règlement ? Et la deuxième question, qui n'a rien à voir, c'est concernant les campagnes de dératisation dans la ville, qui apparemment sont de moins en moins inefficaces,
il y aurait de plus en plus de rats et de souris. Et j'aimerais savoir le nombre de ces dernières années, le nombre de campagnes de dérétisation qu'il y a eu, et surtout le cahier des charges, c'est-à-dire que fait l'entreprise qui est en charge de cela, et quel budget la commune y consacre tous les ans. Merci. Bien, donc on va répondre à une partie de vos questions. Il y a une partie qui est technique et à laquelle on répondra par écrit si vous le voulez bien. Mais si tel ou tel élu a des réponses, il peut vous les fournir. Monsieur Burlion. Arrête d'appuyer. Puis une fois. Merci, monsieur le maire. Je vais répondre sur la première partie de la question concernant les travaux de démolition de la briqueterie. Donc, l'heure légale de début du travail en France, c'est 7 heures, hein, donc c'est pas 8h30. Je sais que beaucoup aimeraient que ça soit plus tardif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Nous avons dans la ville de Lambersart un arrêté qui repousse cette heure légale de début de travaux à 7h30. Donc c'est ce qui est à appliquer. Donc les intervenants sont au courant de cet arrêté. Force est de constater que dans chacune des opérations de travaux, un certain nombre d'intervenants font fi de cette heure légale de début, et c'est ce qui a été, ça a été le cas malheureusement à la briqueterie. Les choses sont rentrées dans l'ordre depuis mardi dernier, à force de répéter et de faire œuvre d'insistance pour qu'on respecte les règles. Et évidemment, quand c'est nécessaire, ça a été nécessaire par exemple sur un des chantiers de la friche TDF qui est en phase de finalisation, la police municipale intervient pour constater le problème et faire en sorte que ça se règle. Merci. Monsieur Juste, Lelièvre, peut-être, pour la réponse. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une recrudescence des rongeurs notamment depuis 2020, notamment par rapport aux différents confinements. Pour répondre à votre question, il y a eu 2 à 3 campagnes de dératisation sur la ville. Oui. Réalisées par Chaos Service. On les sollicite. Après, il y a effectivement encore trop de dépôts sauvages, trop de sachets dans la ville qui sollicitent un peu ces rongeurs. Le budget, je ne le connais pas, mais je reviendrai vers vous pour vous le donner. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant, mais on essaie de faire le nécessaire. Merci. Sur la première partie, il me semble que l'arrêté municipal est à 8h30 et non pas 7h30. Donc il faudrait clarifier cela pour tout le monde. Je ne l'ai pas relu dernièrement, mais il me semble bien que c'est 7h30, mais on vérifiera. Alors oui, bon, nous l'avons relu. Celui qui est présent sur le site de la mairie est 8h30. Bon, voilà. Pour les entreprises ou pour les particuliers, le bruit, s'il gêne les gens à 8h30, enfin bon, je ne vois pas trop ce qui pourrait faire la différence entre les particuliers et les professionnels, quoi. Donc si on pouvait clarifier cette question-là, parce que c'est important. Et puis oui, après, merci pour votre réponse. C'est vrai qu'il semble qu'il y en ait de plus en plus. Et si on pouvait connaître le cahier des charges, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'entreprise quand elle fait des travaux de dératisation? Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, bien, donc nous pouvons clôturer ce conseil municipal. Merci à tous. Alors, les conseils municipaux se tiennent d'ordinaire le jeudi, mais exceptionnellement, le prochain se tiendra le mercredi 24 juin 2026, donc dans 2 mois, à 18h.
Donc notez-le, exceptionnellement, ce sera le mercredi. Merci, bonne soirée à tous.